Cette semaine à TVL Info, un laboratoire mobile unique sur la Côte-Nord, Erika Soucy lance un nouveau livre et un parc de jeux verra le jour à Saint-Marc-de-la-Tour. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Commençons avec le nouveau laboratoire mobile inauguré par le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire le 5 novembre à Forestville. Cet équipement unique en son genre poursuit des objectifs de promotion, de recrutement et de formation. Voici mon reportage. Le Centre de formation professionnelle de l'Estuaire a dévoilé son laboratoire mobile, un outil novateur destiné à promouvoir la formation professionnelle, offrir de la formation en entreprise et aller à la rencontre des jeunes partout sur la Côte-Nord. Ce véhicule de 53 pieds est une grande réussite pour la directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire, Nadine Desrosiers. C'est une nouveauté. Si je ne me trompe pas, c'est une nouveauté dans la province aussi. Ça représente beaucoup parce que c'est un outil qui va nous permettre de faire connaître la formation professionnelle, autant auprès des élèves qu'auprès de leurs parents. Parce que souvent, on a des jeunes qui souhaiteraient faire un cours de formation, en formation professionnelle, mais des fois, les parents veulent que leur enfant s'ouvre le plus de portes possible, puis ils sont plus réticents, mais alors qu'avec un outil comme ça, on va être capable de faire le tour dans différentes activités de promotion pour justement expliquer aux parents c'est quoi la formation professionnelle. C'est une première diplomation, puis c'est pas un métier, ce sont des métiers qui sont quand même très bien rémunérés dans notre région. Conçu pour être à la fois polyvalent et adaptable, ce laboratoire permettra également de dispenser de la formation directement en entreprise ou dans des régions éloignées. L'objectif est d'offrir des expériences d'apprentissage plus accessibles et engageantes, tout en favorisant le développement des compétences de la main-d'œuvre régionale. Le directeur du CFP, Michel Savard, explique les origines du projet. Moi, j'aime toujours mieux dire que c'est un travail d'équipe, parce que c'est vraiment avec des collaborateurs qu'on a mis ça en place. On a eu une première expérience, je me rappelle, on formait des mécaniciens industriels pour l'entreprise Boissaco sur la Haute-Côte-Nord. Puis c'est de là que vient en tout cas, le concept. On s'est dit, on a dit à l'entreprise, il faudrait faire venir les employés dans nos centres de formation. Puis c'était vraiment pas possible parce qu'à cause des arrêts de production, tout ça. Donc, quand je dis on a amené l'école à l'entreprise, c'est un peu ça qu'on a fait, là, en collaboration avec mon partenaire, là, Guy Bilodeau. On s'est organisé pour que les équipements soient mobiles. Puis on pouvait interchanger, là, dépendamment là, de ce qu'on avait à travailler. Donc, en tout cas, moi, je pense que c'était un pari, là, mais on a réussi. Puis ça vient un peu de là, tout ça. Là, on s'est comme raffiné avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Le laboratoire sillonnera donc l'ensemble du territoire nord-côtier, de Tadoussac-Sacré-Cœur à Blanc-Sablon, en passant par Fermont. Le CFP de l'Estuaire souhaite utiliser ce nouvel outil pour mieux faire connaître la formation professionnelle auprès des jeunes et de la population. Les ateliers interactifs permettront d'initier les élèves du primaire à différents champs d'intérêt, tandis que les élèves du secondaire pourront découvrir les métiers grâce à la réalité virtuelle et à des équipements technologiques. Nous, on veut vraiment là, aller voir les entreprises de toute la Côte-Nord au complet. Puis, exemple, offrir des compétences. Exemple, si on veut offrir une compétence dans un domaine en particulier, on voudrait partir, exemple, de Sacré-Cœur-Tadoussac et l'offrir à l'ensemble des entreprises de la Côte-Nord. Fait que ça, c'est notre volet industriel. Ensuite, le volet promotion. Nous, au centre de service, ça fait des années qu'on dit il faut parler aux jeunes avant qu'ils arrivent au secondaire, parce que quand ils arrivent au secondaire, puis là, sont un peu dans le néant, il faut qu'ils se soient fait une idée avant, une idée d'exploration professionnelle avant d'arriver au secondaire. Fait que c'est un peu notre défi. On travaille avec les équipes pédagogiques, les équipes d'orientation. Puis quand on va arriver, exemple, pour faire explorer des stations d'exploration, parce qu'on ne parle pas nécessairement de métier au primaire, les élèves vont déjà avoir une idée, puis ils vont pouvoir développer des intérêts. Peut-être que oui, ils vont aimer, non, ils n'aimeront pas, mais au moins, là, ils vont être capables de réfléchir là-dessus. Les parents, les enseignants, les conseillers d'orientation et les intervenants scolaires seront aussi invités à explorer le laboratoire. L'objectif, briser les mythes entourant la formation professionnelle et démontrer qu'il s'agit d'une voie d'avenir prometteuse et diversifiée.
Bien, nous, on travaille là, avec nos conseillers d'orientation, nos directions d'établissement du secondaire, formation générale aux adultes, formation professionnelle, puis la direction des services éducatifs du centre de services, justement à mettre en place là, différents outils de connaissance de soi, puis de s'assurer que nos jeunes là, se découvrent à travers les parcours de formation professionnelle. Puis des fois, bien, c'est des jeunes qui seraient peut-être sur un chemin, une pente descendante vers le décrochage scolaire, mais comme on met des filets de sécurité autour de nos jeunes par différents moyens, bien, la formation professionnelle, ça devient un moyen de garder nos jeunes, les diplômer rapidement. Puis on a des jeunes qui ont été diplômés en formation professionnelle, se sont découverts une petite fibre pour le scolaire, puis ont poursuivi au cégep. Là. Fait que ça veut pas, c'est pas une fin en soi. Là. Le laboratoire mobile utilisable toute l'année est doté d'équipements modulaires, de simulateurs, d'automates et de robots, ainsi que d'écrans interactifs, d'une mini-usine et d'outillage spécialisés. Ces installations permettent d'adapter le contenu aux besoins de la clientèle, qu'il s'agisse de formation industrielle, de mise à niveau ou d'ateliers éducatifs. Une somme d'environ 300 000 $ a été investie par le Centre de services scolaires dans ce projet novateur. Le CFP prévoit aussi que le laboratoire participe à des événements spéciaux pour aller à la rencontre du grand public. Présentement, là, quand tout le monde va l'avoir vu, c'est que là, on veut faire des essais. Parce que quand on va arriver, des fois, on a une idée, on dit ça va se dérouler de telle façon, mais il faut vraiment tester là, avant de partir pour aller rencontrer toutes les écoles. Fait qu'on va cibler probablement peut-être une école primaire, une école secondaire, une école en milieu autochtone. On veut essayer d'avoir des endroits là, représentatifs, puis on va faire des tests dans ces endroits-là, puis quand on va, moi j'appelle ça toujours la run de lait, là. Quand on va partir pour faire notre run de lait, bien là je pense que notre produit là, va être testé, là, puis je pense qu'on va être sûr de ce qu'on va aller livrer. L'établissement scolaire ne compte pas s'arrêter là. Une deuxième phase de développement est déjà sur la table. L'organisme souhaite notamment équiper le laboratoire d'un système de plaques solaires afin de le rendre plus autonome et éco-responsable. L'ajout d'un module d'apprentissage sur l'énergie solaire et éolienne est aussi envisagé pour enrichir la formation du DEP en électricité et proposer de nouveaux ateliers de perfectionnement. Si vous apercevez le laboratoire mobile au cours des prochaines semaines, n'hésitez pas à le visiter pour en apprendre plus sur la formation professionnelle. Joanie Godreau, à Forestville. L'autrice de Portneuf-sur-Mer, Erika Soucy, était de passage dans son village natal le 25 octobre pour présenter son nouveau livre intitulé « La maison cachette ». En plus de parler de son parcours en tant qu'artiste, elle a réalisé une lecture publique de cette bande dessinée publiée en septembre. La télévision du littoral était sur place. Parler de violence conjugale avec les enfants n'est pas chose simple, mais Erika Soucy a réussi à le faire avec délicatesse. Elle présente aujourd'hui à la bibliothèque de Portneuf-sur-Mer son nouveau livre intitulé « La maison cachette ». L'autrice originaire de Portneuf-sur-Mer a voulu faire œuvre utile en racontant son passage en maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales il y a 30 ans. L'éditeur de La Pastèque lui a donné carte blanche. Elle lui a alors dit qu'elle aimerait écrire une histoire sur les maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences, a-t-elle raconté lors de la présentation de sa bande dessinée à la bibliothèque de Portneuf-sur-Mer le 25 octobre. Quand elle était enfant, Erika Soucy a séjourné pendant une courte période à la maison Lamidelle de Forestville. Elle garde un bon souvenir de son passage dans cet endroit qu'elle qualifie de lumineux et bienveillant. Elle ne s'y est pas sentie triste, mais en sécurité. Le livre demeure une fiction, mais inspirée de son expérience. Elle a changé les noms et évidemment, les toutous ne parlent pas dans la vraie vie. Mais dans l'histoire, on ajoute de la magie, a expliqué l'autrice qui a pensé cette histoire comme une quête de lumière et de bonheur. Erika Soucy ne la voit pas comme un drame, même si on aborde une situation dramatique. Pour ce faire, l'autrice s'est remise dans la peau de la petite fille qu'elle était à l'époque où elle a fréquenté la maison d'hébergement. Elle se rappelait qu'on lui avait donné des toutous qui faisaient qu'elle se sentait bien. On retrouve beaucoup d'éléments authentiques dans le livre et des détails qu'elle n'a pas eu à inventer. Son objectif n'était pas non plus d'écrire une histoire captivante avec des rebondissements qui n'en finissent plus. Il y a une quête. Tania veut fêter l'anniversaire de son petit frère Laurent. C'est une quête simple et universelle, estime Erika, puisque tous les enfants ont envie de fêter leur anniversaire. Connue pour ses œuvres ancrées dans la réalité nord-côtière, notamment Les Murailles, Erika Soucy n'a jamais séparé son art de son vécu.
Cette approche se retrouve dans ses romans, ses pièces de théâtre, mais aussi dans ses scénarios pour la télévision. Elle a notamment signé pour la série Léo et les Perles. Avec La Maison Cachette, elle s'aventure pour la première fois dans la littérature jeunesse illustrée. L'illustratrice Geneviève Biguet, qui l'accompagne, a su, selon elle, ajouter de la magie sans effacer la réalité. Chaque élément visuel du livre a été minutieusement réfléchi. Au début, tout est sombre, presque noir, et à la fin, c'est plus orangé, plus lumineux. C'est le retour au bonheur et à la sécurité, a décrit l'autrice. Plus qu'un récit littéraire, La Maison Cachette se veut aussi un outil éducatif. Erika Soucy dit être en contact avec le réseau des maisons d'hébergement pour que le livre y circule au Québec. 2 maisons d'hébergement de la Côte-Nord possèdent déjà leur copie. La bande dessinée est pour un public de 7 ans, mais les adultes y trouvent aussi leur compte. La résidente de Québec n'a jamais oublié ses racines nord-côtières. C'est à Portneuf-sur-Mer qu'elle a puisé sa voix d'autrice. Aujourd'hui, elle continue de porter la région dans ses mots, tout en explorant de nouvelles formes artistiques. Joanie Godreau, à Portneuf-sur-Mer. Le 2 novembre, les citoyens de la Haute-Côte-Nord ont été appelés aux urnes afin de voter pour leurs futurs élus municipaux. Des élections à la mairie avaient lieu à Tadoussac, Les Bergeronnes, Longrive et Portneuf-sur-Mer. À Tadoussac, c'est Claude Brassard qui a été le choix des électeurs avec 67 % des voix contre soit 357 votes, tandis que son adversaire Paul Gagné de l'équipe Tadoussac-Jivy a récolté 172 votes pour 32 % des voix. Malgré que ce dernier n'ait pas été élu, les candidats de son équipe ont vadrouillé le tableau des conseillers. Ayant travaillé à la MRC de la Haute-Côte-Nord et à la municipalité de Tadoussac durant sa carrière, le nouveau maire pense pouvoir bien représenter la population. Au Bergeronne, c'est l'ex-conseiller Luc Gilbert qui a été élu avec 267 votes pour 65 % des voix, tandis que la mairesse sortante Nathalie Ross a accumulé 141 votes pour 34 % des votes. Le gagnant dit être bien au courant du travail à effectuer au cours des prochaines semaines, dont le budget municipal. À Longrive, les élections se sont soldées par un taux de participation de 65 % qui a bien plu au nouveau maire Sylvain Dugas qui a remporté ses élections avec 299 votes pour 54 % des voix, tandis que son adversaire Joanne Savard a accumulé 250 votes pour 45 %. Même si les votes étaient serrés, le nouveau maire se dit très content du résultat. La victoire n'aura pas été trop difficile pour celle qui fait un retour en politique municipale à la mairie de Portneuf-sur-Mer. Marilyn Aymon a obtenu 83 % des votes. Elle termine devant l'ancien conseiller Roberto Aymon qui tentait un saut à la mairie. Elle a obtenu 292 voix contre 57 pour son rival. Elle remercie la population pour sa confiance. Le secteur Saint-Marc-de-la-Tour à Colombier aura enfin son parc de jeux. Les travaux sont débutés et cet espace intergénérationnel sera complété en 2026. Regardez mon reportage pour en savoir plus. C'est officiel, Saint-Marc-de-la-Tour aura son parc de jeux en 2026. Il sera conçu pour les jeunes, pour les aînés, mais aussi pour les visiteurs qui font une pause sur la route. Le projet, estimé à environ 237 000 $, vise à offrir un lieu de détente et de loisirs pour tous les âges, tout en dynamisant ce secteur du territoire. Situé à l'intersection de la route 138 et du chemin à Pierre, le futur parc prendra place sur 2 terrains vacants acquis par la municipalité en 2023 en face de l'église Saint-Marc. L'endroit deviendra ainsi un pôle d'attractivité pour les résidents, les visiteurs et les touristes qui s'y arrêtent déjà régulièrement. Plusieurs d'entre eux utilisent déjà le stationnement de l'église le temps d'une pause. Il y aura maintenant un parc pour qu'ils puissent profiter de l'endroit encore davantage, estime Jean-Michel Cata, agent de développement à la municipalité de Colombier. Les travaux seront réalisés en 2 étapes. La phase 1, prévue de la mi-octobre à la fin novembre, comprend l'aménagement d'un stationnement pour une dizaine de véhicules, dont des véhicules récréatifs, ainsi que l'installation d'une borne de recharge électrique double. Ces travaux, évalués à 62 000 $, bénéficieront d'une subvention de 25 000 d'Hydro-Québec pour la borne de recharge. La contribution municipale pour cette étape s'élève à 37 000 $. La phase 2, prévue du printemps à l'automne 2026, portera sur l'aménagement des aires de jeu. On y retrouvera notamment des balançoires multi-âges, des tables de pique-nique, un gazebo, une structure d'hébertisme, des bancs de parc ainsi que des aires de jeu de fer et de pétanque. Des lampadaires solaires viendront compléter l'éclairage du site et on construira une base de béton pour toilettes portatives et abreuvoirs.
Les coûts de cette phase sont estimés à plus de 175 000 $. Le concept du parc a été élaboré à la suite d'une étude de faisabilité menée par la firme TR3E Expert Conseil, associée à Mémotech de Forestville, pour un coût total de 15 000 $. Le financement a été partagé entre la municipalité de Colombier et la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre de sa politique de soutien aux études préalables. En octobre 2024, la municipalité a présenté le projet aux citoyens du secteur Saint-Marc qui se sont montrés favorables à la création d'un espace accessible à toutes les générations. Leurs commentaires sont intégrés dans le choix des installations. Ils souhaitaient notamment la présence de balançoires adaptés à tous les âges et de jeux extérieurs traditionnels. À ce jour, Colombier a obtenu 50 000 $ en subvention. Durant l'automne 2025 et l'hiver 2026, la municipalité déposera d'autres demandes de subvention, y compris à la MRC de la Haute-Côte-Nord. En tout, la contribution municipale avoisinera les 60 000 $. Joanie Godreau, à Saint-Marc-de-la-Tour. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Je vous dis à la semaine prochaine.